le terme de folie n'est pas un terme de hasard. C'est pas un terme de hasard parce que ça se distingue de la psychopathologie. C'est-à-dire qu'il y a dans le désir humain lui-même quelque chose qui précède la psychopathologie. On peut parler d'une folie tout à fait indépendante du fait de l'imprégnation par une structure. C'est-à-dire, ça concerne la subjectivité elle-même. Il y a quelque chose de fou dans la subjectivité humaine, indépendamment du fait qu'il lutte contre cette folie de manière, selon telle ou telle forme psychopathologique. Alors, à ce propos, j'aimerais bien poser une question à Mark Strauss, ici présent, qui a intitulé son article Folie névrotique, justement. Folie névrotique. Savoir comment il voit cette position du désir qui, au fond, supplombe toute la psychopathologie. Au fond, par rapport à ce que vous évoquiez dans l'introduction sur le fantasme, c'est vrai qu'il y a une part de sans raison, quelque chose qui ne s'explique pas, y compris dans la névrose. Dans la névrose, on peut construire une architecture fantasmatique, il y a des plans de la maison qui tiennent. On peut s'y retrouver, grosso modo, mais il y a quand même, en socle de ça, quelque chose qu'on peut appeler contingent aussi. Lacan a parlé de la contingence, mais quelque chose qui est de l'ordre de la folie. Et de la folie propre à chacun. C'est aussi ce qui s'est développé chez Lacan avec le symptôme, la part réelle du symptôme. Elle est folle. Elle est folle au sens où elle est sans raison. Et où elle échappe à toute interlocution, à toute discussion, à toute négociation. Elle est, c'est tout. Alors moi, du coup, question pour question, j'étais étonné en t'entendant. D'abord une remarque, quand les dieux veulent nous punir, ils réalisent nos désirs. Freud en a magnifiquement parlé. L'acropole. On vient lui réaliser un désir et effectivement, il a un petit moment de malaise avant de franchir le seuil qui lui permet de jouir de ce qu'il attendait depuis si longtemps. Il a très très bien décrit la chose. Et donc la question que je te posais, Gérard, c'est par rapport, quand tu dis le désir, le mal, Lacan lui-même a parlé des rosses noires. Il s'est moqué des moutons du bon pasteur, etc., des gens qui prenaient le désir pour une bluette. Mais pourquoi tu ne situes pas le désir par rapport à la jouissance? Pourquoi tu n'as pas utilisé le terme jouissance? Pas du tout, en effet. La jouissance a un fondement éminemment pulsionnel. Éminemment pulsionnel. C'est tout à fait distinct du désir. C'est une conclusion à laquelle j'ai été amené avec beaucoup de temps, à partir, par exemple, de la lecture de la métapsychologie sur le refoulement de la pulsion. La pulsion... Excuse-moi, je te coupe. Lacan, j'ai bien compris, ouais. Il me semble plutôt qu'il fait du désir une défense. Bien sûr, l'objet du désir, c'est le manque, tu l'as dit. Mais oui. Il fait du désir une défense contre quelque chose qui n'est pas manque, mais qui est jouissance. Non, ça me semble être une non. Je veux dire, ça clôt la réflexion sur ce que c'est que le désir. Ça lui donne un objet. C'est toujours la même chose. Parce que si on parle de jouissance, la jouissance, c'est ce qu'il y a d'excessif dans la pulsionnalité. Par exemple, la jouissance de la nourriture a une dimension un peu incestueuse qui fait que qui ne fait pas un régime, qui ne fait pas attention, qui n'a pas de rituel alimentaire. Voilà. Il y a cette dimension d'obscénité incestueuse dans le terme jouissance qui, je dirais, n'est pas du même ordre que la répétition hallucinatoire du désir. Et donc je donne le fondement de ce qui a abouti à cette réflexion dans la métapsychologie sur le refoulement de la pulsion, où Freud dit que la pulsion est refoulée une fois pour toutes, mais en même temps que commence la vie psychique au contraire de ce refoulement, c'est-à-dire la vie psychique rêve qu'elle n'a pas refoulé la pulsion, alors qu'en même temps elle le fait. C'est-à-dire qu'il y a une disjonction de principes
entre pulsion et désir, entre vie psychique, en dehors du corps en quelque sorte. Nous sommes comme sujet, toutes les religions ont pensé ça, toutes les philosophies ont pensé ça, le sujet comme transcendantal, hors corps, alors que la pulsion, elle est du corps. Elle tourne en rond dans le corps. Ce qui fait sa jouissance excessive, en effet. Enfin, c'est un point de départ de réflexion. Pour essayer de resituer les enjeux du désir, en effet, par rapport à l'objectivité. C'est un embourbement, l'objectivité. On n'avance plus avec ça. On tourne en rond dans la pulsion, quelque chose d'un peu dégoûtant. Un bon exemple, en effet, où il y a un problème, en effet, de confondre pulsion et désir, c'est les mystiques. Les mystiques luttent à fond contre la jouissance, contrairement aux apparences. Elles mangent pas, elles n'arrêtent pas de se meurtrir, d'une certaine façon, du point de vue de la jouissance. La jouissance, c'est en trop, c'est excessif. Et se battant ainsi, elles en appellent au Père, c'est-à-dire la mystique est fondamentalement, je dirais, centrée sur cette relation au signifiant paternel. Et finalement, donc, au désir, c'est en effet ce qu'il y a d'exemplaire dans la mystique féminine. Je trouve qu'une question abordée de façon très intéressante, qui est la question de ce qui cause le désir et de ce qui soutient le désir. C'est pas tout à fait la même chose, ce qui cause et ce qui soutient le désir. Alors, effectivement, si on est dans une espèce de masochisme paulinien, où c'est l'interdit qui cause le désir, ça c'est très du Freud, c'est plutôt paulinien, on ne va pas beaucoup s'y retrouver. C'est-à-dire qu'on ne va pas beaucoup s'y retrouver dans quoi ? Dans le fait que le désir n'arrête pas, mais pas à la façon de la pulsion, il n'y a pas dans la surcroît de jouissance, une démonstration implacable de tourner autour d'un vide d'objets substantiels. La pulsion aussi, elle fait le tour du vide de l'objet, mais il semblerait bien que ce ne soit pas le même vide. Alors pourquoi c'est pas le même vide ? Là, j'ai l'impression que les auteurs abordent des réponses tout à fait intéressantes, et qui concernent au fond dans ce qui soutient le désir, c'est-à-dire la fonction phallique, les embarras actuels de la fonction phallique. Ça, je trouve que c'est assez bien noté, y compris quand on... Alors, de ce fait, je dirais que tous les termes de la psychopathologie les plus conventionnels sont à la fois rehaussés et d'une certaine façon un peu débauchés, que ce soit le terme de folie, il ne s'agit pas de désir psychotique, c'est une folie du désir, vers ce point où on peut faire l'expérience de basculer sur une autre scène, de sortir de la scène, de sortir du cadre, c'est des choses très importantes par rapport à la cure analytique, bien évidemment, où ces folies du désir se manifestent par des dépersonnalisations, peut-être par des épisodes hallucinatoires, sans doute par des moments érotomanes, parce que là, il y a quelque chose qui pourrait être prolongé, ce qui ne veut pas dire que ça ne l'est pas, ce qui veut dire que ça ne l'est pas suffisamment. La réussite de ce bouquin, c'est d'imaginer qu'il pourrait y avoir une suite, ça c'est une réussite. Là, il y a des choses qui peuvent être prolongées sur les conséquences du désir de l'analyste, parce qu'il ne suffit pas de le définir, c'était très bien défini, alors je cite l'auteur, par Geneviève Morel, de façon confucéenne, en nous disant ce que ça n'est pas. Ça, c'était le grand truc de Confucius, quand on prend quelque chose, c'est pour dire ce que c'est pas. Bon, on a besoin de Confucius, donc c'est très bien que Geneviève Morel soit là. Et effectivement, le désir de l'analyse, c'est pas un désir de révélation, nous ne sommes pas dans... C'est peut-être dommage, mais c'est râpé. À l'heure d'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la contemplation des mystères avec le voile qui se lève sur quoi ? Sur la peinture d'un autre voile, et on l'a dans le baba, mais quand même, ça fait joli dans les romans antiques. Bon. Donc, c'est pas un désir de révélation. Toi, tu nous dis que c'est pas un désir de suggestion, ce qui est tout à fait intéressant. Donc, il y a une fonction désir de l'analyse qui est effectivement une fonction qui ne pourrait pas exactement avoir le même retentissement, c'est-à-dire le même exercice logique, suivant qu'il y ait des conjointures, je dirais, entre le désir ou le fantasme, que ces conjointures ne sont pas là. La psychose, ça peut tout à fait se définir comme un être de désir qui n'est pas cadré, qui n'est pas temporé par le fantasme. Donc, voilà, disons, une première lecture, c'est...
Qu'est-ce qui cause le désir? Qu'est-ce qui le maintient? Bon. À partir de quoi? Je pense que j'ai bien aimé cette histoire de résister. Cette histoire, cet impératif de résister. Bon, Freud, renonçant à la suggestion, moi j'aurais un peu nuancé, hein, dans la mesure où il considérait encore que l'hypnose était la thérapie ad hoc pour les névroses traumatiques jusqu'à la fin de sa vie, ce qu'il a souligné dans l'abrégé de psychanalyse. Bon. Mais effectivement, il y a une idée très importante, et nous sommes tous dans la paume de cette idée, nous sommes tous, font les enfants de cette idée-là, qu'on ne peut pas, c'est banal ce que je veux dire, hein, mais qu'on ne peut pas imposer à un analysant une version de son bien qu'on saurait à sa place. Bon, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus fort. Parce que, d'une certaine façon, un autre théoricien de la suggestion, c'est Lacan. Parce que le stade du miroir, hein, il a parlé 10 minutes, il a été interrompu, tout le monde le sait, par Oppendorf, c'est pas du tout Jones qui a interrompu Lacan en 1936. Hein. Jones, il était le président du Congrès. Le président de la séance, c'est pas Jones, c'est Oberndorf, qui du reste a complètement pompé la cause dans l'article de 37. J'en parlerai ailleurs plus tard. Mais le stade du miroir, c'est quelque chose qui renvoie à la suggestion. Et la connaissance paranoïaque a un noyau de suggestion. Donc on a dans cette question de renoncer à la suggestion, pas seulement l'histoire héroïque d'un Freud qui romprait avec Charcot, qui a rendu un hommage extraordinaire, mais aussi il a pu rompre avec Charcot parce qu'il était Bernheim, mais on a dans cette histoire de la suggestion l'idée que la suggestion c'est une passion d'essence paranoïaque. Voilà, ça c'est dans notre la suggestion avec l'essence paranoïaque, quelque chose comme ça, d'assez proche. Bon. Et ça aussi, c'est une question tout à fait importante. Parce que le désir de l'analyse, si on prend au sérieux, et pourquoi ne pas le prendre au sérieux? Un grand cinéaste. Le désir d'une variation, d'une différence, la plus vivable possible, c'est ça que ça veut dire maximale. La différence maximale, on ne va pas prendre des appareillages de mesure de la différence maximale. La différence la plus vivable possible entre la construction de l'analyse et la construction du patient, qui sont, disait Freud, asymptotiques. Par parenthèse, dans la première traduction en France, c'était asymptomatique. C'est incroyable ce truc-là. La construction du patient et la construction de l'analyse sont asymptotiques, c'était traduit par asymptomatique. Ils ont fait leur classe là-dessus, quand même. Il faut le dire, c'est assez rigolo. Bon. Mais cette question de l'asymptotique, une question qui est. C'est là-dessus que l'on peut parler de résistance. C'est-à-dire le désir comme venant maintenir cet écart. Donc on voit très bien qu'on n'est pas dans la révélation, qu'on n'est pas dans la suggestion. Donc, qu'est-ce que la notion de... C'est une question que je voudrais poser aux auteurs. Au fond, je n'ai pas la réponse comme ça dans ma poche. J'ai mon portable, il ne va pas me répondre. Donc, qu'est-ce que cette définition du désir de l'analyse qu'on trouve dans l'article de Geneviève Morel dans son texte apporte à une possible définition de ce qu'on appelle désir. Est-ce qu'on peut définir ce qu'on appelle désir à partir de ce qu'on appelle le désir de l'analyse? Voilà. Ou est-ce que le désir de l'analyse représente une version épurée du désir? Voilà. Bon. Et puis, ben voilà, c'est tout. Je répète d'autres auteurs.